Donc, bienvenue à ce cinquième et dernier webinaire du cycle de cette fin d'année 2023 consacré au retour d'expérience des projets photovoltaïques dans le cadre du dispositif les générateurs. Donc aujourd'hui, on va avoir deux retours d'expérience de Morbihan Énergie et Energive sur deux typologies de projets différentes. Juste en rappel, donc le webinaire est enregistré, il sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Brezalec en replay. Donc par défaut, on a coupé toutes les caméras, tous les micros. Si vous voulez interagir, poser vos questions, il y a l'onglet Q et R ou conversation que vous pouvez utiliser. Et il y aura un temps d'échange après chaque témoignage pour poser vos questions. S'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre en séance, on pourra y revenir après. Donc voilà le dernier webinaire. Aujourd'hui, donc, on va voir, après un rapide rappel du dispositif, donc un retour d'expérience de Morbihan Énergie sur les boucles d'autoconsommation collective qu'on a pu mettre en place depuis plusieurs années sur du patrimoine public. Donc là, des projets en exploitation et un retour d'expérience sur du photovoltaïque au sol sur des terrains dégradés, donc avec le projet Bretison ISDND pour installation de stockage de déchets non dangereux, avec Loïc Mao de Energive. Voilà, on essaiera de finir pour midi et demi. Donc très rapidement, le programme générateur, donc c'est un programme national qui a été lancé par l'ADEME, qui a été lancé en Bretagne en 2022. L'objectif, c'est d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités pour les projets éoliens et photovoltaïques. C'est d'accompagner l'émergence de projets en lien avec les ambitions locales, d'accompagner les collectivités à se positionner dans ces projets-là, à s'entourer. C'est aussi un réseau national qui est animé par Espul et Amorce. Donc voilà, des interactions aussi avec les autres conseillers et conseillères du réseau au niveau national. Et donc en Bretagne, il y a 8 structures qui sont partenaires pour cette mission. La coordination, l'animation régionale avec Brezalec, que je représente, et le conseil et l'animation locale qui sont portés par les membres du pôle énergie Breze, donc les SDE et Brest Métropole. Et on a aussi des partenaires associés, Atlanson pour l'expertise en matière de photovoltaïque, France Renouvelable, ex-France Énergie Éolienne pour la partie éolien, et Taranis pour les projets citoyens. Donc voilà pour le décor. Voilà la carte des conseillers et conseillères qui sont déployés en Bretagne. Tout ça, le support sera à disposition, vous pourrez retrouver tout ça. On va entrer dans le vif du sujet avec Édouard Serreuil et Mathilde Freinet de Morbihan Énergie qui vont nous présenter un retour d'expérience sur plusieurs projets en autoconsommation collective sur du patrimoine public. Donc Édouard, Mathilde, je vous laisse la main si vous êtes prêts. Ouais, très bien. Merci Julien. Bonjour à tous. Du coup, on va se proposer de vous présenter le retour d'expérience que l'on peut avoir sur la mise en œuvre de projets d'autoconsommation collective sur le Morbihan et répondre à vos questions suite à la présentation. Tout d'abord, sur la partie réalisation projet, aujourd'hui, là, on est en ce moment sur une situation où on a 15 projets qui sont en service et en exploitation en autoconsommation collective sur le département.
On a pu avoir ça en place grâce à un accompagnement financier de l'Europe et de la région dans le cadre de financement FEDER sur un projet de 14 opérations en simultané, ce qui a permis d'accélérer pour nous le déploiement de manière parallèle avec plusieurs opérations en même temps. Ce qui était très intéressant, c'est que ça a permis de trouver quelques optimisations de manière à ce qu'aujourd'hui, on puisse être sur des solutions de montage d'opérations plutôt standards dans la manière de faire avec les communes et communautés de communes sur le département. Et aujourd'hui, entre guillemets, ça ne nous apparaît pas comme compliqué de devoir monter une opération d'autoconsommation collective quand il y a un projet photovoltaïque sur le territoire. Juste en termes d'historique, donc c'est un sujet qu'on a commencé à aborder en 2018 avec l'évolution législative à l'époque sur les antennes basse tension, où on a commencé à ouvrir ce champ des possibles au niveau du code de l'énergie sur la capacité de produire et de commercialiser, de vendre, de mettre à disposition d'un consommateur à proximité de la centrale de production. Donc ce projet, en l'occurrence, c'est Partagélec Pénétin qu'on a mis en place, développé avec la commune de Pénétin, avec la communauté de communes, avec le territoire d'énergie 44. Donc on était 4 acteurs impliqués et à travailler avec Enedis et Enamo pour construire la solution à l'époque, là où on était vraiment sur la toute première opération d'autoconsommation collective ouverte en France. Et de ce retour d'expérience, on a voulu partager, et Enercop bien sûr, en tant qu'acheteur de surplus. Et de ce retour d'expérience, on a voulu l'étendre, faire partager aux autres territoires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a déposer une demande de financement pour un projet de 14 opérations auprès du FEDER. Et donc, on a mis en place entre 2020 et 2022, et qui fait qu'aujourd'hui, on a ces 15 opérations qui sont en service. Alors, avant de rentrer, de prendre en exemple peut-être une ou deux opérations, pour rappeler un peu les éléments que peuvent constituer une opération d'autoconsommation collective, d'ores et déjà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est de notre point de vue, vu comme un projet de territoire, fait avec le territoire, avec des cibles qui peuvent être différentes, mais on est sur autre chose qu'une simple production et autoconsommation, comme on peut l'entendre classiquement sur un projet autonome. Ça très intéressant parce que ça permet soit d'avoir une approche économique entre la production et des sites de consommation, quand on est sur des opérations pour son patrimoine, soit d'avoir une opération plutôt participative, ouverte avec la population ou les entreprises. Et c'est un moyen pour le territoire finalement de sensibiliser, de partager, d'associer des consommateurs locaux à un projet de production qu'elle pourrait porter, initier sur le territoire. Et donc, on peut voir ces projets d'autoconsommation collective de ces deux manières, soit sur quelque chose qui est dans une approche plutôt patrimoniale pour ses propres besoins au niveau de la collectivité, soit dans une approche plutôt ouverte avec une vision de participative ou d'animation locale. Dans les faits, si on passe à la slide suivante, dans les faits, comment ça se passe? Que doit contenir une opération pour être mise en œuvre? La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que l'autoconsommation collective utilise les infrastructures de distribution existantes. On n'est pas là sur de la création d'équipements ou la mise en place d'équipements supplémentaires. L'intérêt de cette évolution législative, c'est que
elle permet d'utiliser les infrastructures existantes pour pouvoir partager une production qui aurait pu être mise en place sur un site où, typiquement, c'est peut-être un site qui est plus favorable parce qu'il a certaines facilités pour installer du photovoltaïque. Donc, on vient concentrer l'installation à cet endroit-là. Et pour autant, on peut partager l'énergie produite avec d'autres sites sur le territoire. D'autres sites, comment? C'est en termes de territoire, de périmètre, de quoi on parle. Aujourd'hui, une opération d'autoconsommation collective, elle fonctionne sur un disque de 2 km de diamètre, où à l'intérieur de ce disque, on devra retrouver le producteur et les consommateurs. Il n'y a pas de notion d'être au centre ou pas du disque, hein, faut être à l'intérieur de ce disque. Le disque, il peut bouger à souhait. Il faut juste que tous les producteurs et tous les consommateurs se trouvent à l'intérieur. Il y a eu une évolution législative récemment pour clarifier les étendues au niveau de ce disque. En fonction du niveau de ruralité, de densité de population, on peut demander au niveau de la DGEC des dérogations pour passer ce 2 km à 10 km ou voire à 20 km en fonction de la densité de population que peut avoir un territoire. Donc ça, c'est sur les acteurs qui peuvent participer. Après, sur la manière de mettre en place, il y a une structuration autour de ce qu'on appelle une personne morale organisatrice. En fait, il faut qu'il y ait un acteur, une personne morale qui prenne cette mission de PMO, qui devra être l'interlocuteur d'Enedis pour le fonctionnement de l'opération. Et après, on a les 2 autres acteurs qui sont les consommateurs et le producteur. Chaque consommateur va conserver son fournisseur dit classique et celui-ci va se voir déduit de la consommation du client qu'il devra facturer. Il va se voir déduit la part qui lui aura été affectée depuis la production locale. Et dans le cadre de ce mécanisme-là, il y a différentes manières d'affecter les quantités d'énergie. On peut avoir soit on appelle ça la clé de répartition. On peut avoir soit une clé de répartition statique. Donc en gros, on définit qu'à chaque instant, tel acteur, tel consommateur va bénéficier de X% de la production injectée sur le réseau. Ou sinon, on peut avoir une clé dite dynamique, où en fait, à la fin du mois, on va définir que par pas de temps 30 minutes, on va faire varier le pourcentage en fonction de critères que l'on aura définis. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas si sur 3 participants, chacun a investi à hauteur de 33% sur la centrale de production. On définit que dans la clé de répartition, on ventile pour que chacun récupère à peu près la même part. Et enfin, il y a une 3e clé de répartition, qui est une clé de répartition par défaut, où en fait, de manière naturelle, à chaque instant, en fonction du poids de chaque consommateur, il se voit affecter la consommation correspondante. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour notre part, on a choisi cette clé de répartition à chaque fois. C'est qu'elle permet que s'il y a un consommateur qui ne consomme pas, finalement, l'énergie, elle est basculée vers les autres consommateurs. Et aussi, d'un point de vue photovoltaïque et incitation à la consommation pendant les heures solaires, plus le consommateur consommera pendant qu'il y a de la production solaire, plus il se verra affecté de la production sur sa facture. Si on prend deux cas concrets parmi les 14 qui ont pu être mis en place, une opération dite patrimoniale. Là, on est sur la commune de Pluvigné. On a installé une centrale en ombrière de 70 kW crête. À l'époque, on avait défini un tarif de revente de la production à 6,4 centimes. En fait, les financements FEDER nous avaient permis de diminuer le coût d'investissement et de permettre de diminuer indirectement le coût auquel était vendu le kilowattheure à la sortie. C'est comme ça qu'on avait réussi à descendre à ce tarif-là. Et donc, dans cette opération dite patrimoniale, en fait, on retrouve des sites de la commune qui sont répartis, donc l'église, médiathèque, complexe sportif, services techniques, qui sont les bénéficiaires
du surplus de production de la centrale photovoltaïque. Donc là, on est aujourd'hui, si je fais un parallèle par rapport à ce qu'on peut connaître dans les prix de l'énergie et par rapport à une approche territoriale pour la collectivité, ce qui peut être intéressant dans ce type d'opération, c'est le fait de mettre une centrale sur un lieu où c'est opportun pour les bâtiments de la commune et de pouvoir faire en sorte que ce prix solaire puisse bénéficier aux autres bâtiments de la commune pour naturellement faire baisser le coût final de la facture. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, nous, dans les opérations qu'on peut travailler avec les territoires, c'est cette approche de maîtrise de la facture en se bénéficiant du coût solaire sur une installation qu'on aura pu optimiser au mieux. Si on regarde la slide d'après, en fait, ça, c'est une représentation de la répartition. Alors là, on est ramené sur une année glissante. Donc sur la partie basse, en fait, on voit les histogrammes avec en bleu la part de la consommation totale des consommateurs participants, donc les sites participants à l'opération, et en jaune, la part qui a été couverte par l'électricité produite et injectée sur le site. Et donc, ce qui est important et intéressant comme notion, c'est qu'il faut bien faire la différence entre la notion de taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Le taux d'autoconsommation, c'est finalement la part de la production photovoltaïque qui a été injectée et qui a été consommée par les participants. Et le taux d'autoproduction, c'est pour les participants, par rapport à leur consommation globale, la part qui aura été couverte par la production locale. Et en fait, voilà, c'est deux indicateurs qui donnent une information complètement différente. Quand on dimensionne les installations, il faut finalement trouver un juste milieu entre les deux, parce que plus on va avoir un taux d'autoconsommation important, ça voudra dire qu'on a une installation qui potentiellement peut être sous-dimensionnée. À l'inverse, on peut aller avoir une très grosse installation de production, très petite installation, très grosse installation de production. On va injecter beaucoup d'énergie, donc il va y avoir un taux d'autoproduction qui va être intéressant, mais par contre, on va avoir beaucoup de surplus et ils n'arriveront pas à consommer toute l'énergie. Parce qu'en fait, sur les autoconsommations collectives, on est bien sur la notion de temporalité. Tout ce qui est injecté à l'instant T doit être consommé au même moment. Il y a vraiment une notion de temporalité qui est dans ces opérations. Si on prend rapidement l'exemple de la seconde, là, c'est pour illustrer une autre opération où là, on est sur une opération dite ouverte, ou d'une centrale. Alors là, en l'occurrence, sur la Vraie Croix, c'est un tracker photovoltaïque qui a été mis en place. On retrouve des sites de la commune, mais la commune a aussi souhaité ouvrir et proposer cette énergie à des citoyens de la commune. Et donc, on se retrouve avec une maison de retraite, mais aussi 11 particuliers qui participent à l'opération et qui sont du coup bénéficiaires sur la facture de cette différence liée à la production injectée en surplus. Et donc on retrouve les mêmes outils. En fait, c'est important d'avoir des outils de suivi parce que finalement, on se retrouve avec des quantités de données importantes à traiter. Et donc, le fait de pouvoir se les représenter, avoir la synthèse et être capable après d'établir les facturations, c'est important d'avoir ces outils de suivi. Là, en l'occurrence, sur les projets, on travaille avec Enogrid. Et sur le point gouvernance qu'on voulait partager. Aujourd'hui, sur les opérations, le mécanisme que l'on a réussi à mettre en place, c'est qu'on est sur des opérations dites contractuelles. On va retrouver le producteur, on va retrouver les consommateurs et la PMO, qui sont 3 acteurs distincts. Et ces 3 acteurs vont être regroupés au sein d'un contrat qui va définir les règles de fonctionnement et de l'opération et la gouvernance au sein du projet. Ce qui permet que finalement la PMO, même si elle a son nom, c'est personne morale organisatrice, indirectement, c'est pas elle qui organise le fonctionnement, c'est bien ce qui est défini dans le cadre du contrat entre les participants qui régit l'organisation de ce fonctionnement.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce mode contractuel est très léger à mettre en place au sein d'une opération. C'est assez agile. On peut ajouter des modes de fonctionnement, des clauses spécifiques sur les entrées et les sorties, de manière assez souple au sein du contrat. Donc c'est très pratique pour ouvrir des opérations. Et on n'est pas pour autant contraint à la création d'une structure à proprement parler avec son organisation. Même si on parle d'une association, il y a toujours une assemblée générale, un président, des trésoriers, et tout un volet administratif qui n'est pas forcément nécessaire dans le cadre de l'opération. Finalement, le contrat permet de définir ce que l'on veut et ce que l'on croit comme nécessaire. Donc voilà, pour la partie gouvernance, ce que je voulais partager. Et enfin, sur les premiers retours d'expérience, en fait, ce qu'on peut noter en termes de points de vigilance sur ce type d'opération, c'est forcément plus long et plus complexe qu'une opération classique de production avec autoconsommation totale ou vente totale, ou même vente avec surplus en obligation d'achat, parce que on implique d'autres participants, d'autres acteurs, et donc forcément, on va avoir un temps de sensibilisation, d'information et d'adhésion. Et donc le temps projet et les risques projets sont aussi plus importants. Il y a une notion de facturation qui n'est pas à négliger. Il y a une collecte des taxes, une reversation de l'accise. Il y a cette facturation à opérer, qui n'est pas toujours simple à avoir et à comprendre vis-à-vis des participants. Donc, c'est un point de vigilance à avoir sur ce type d'opération. Et puis, il y a un temps aussi de questions-réponses, d'échanges avec les participants, parce qu'on devient indirectement fournisseur, et donc on a un service client qu'il faut mettre en place, ou en tout cas être capable de répondre aux questions et de suivre. Je vois en l'occurrence sur aujourd'hui les 15 opérations, ça représente quasiment 400 consommateurs en tout. Donc il y a toujours un certain nombre d'interrogations qui peuvent remonter, et donc il faut structurer et avoir des personnes en capacité d'apporter ces réponses dans les temps. Par contre, en opportunité, on va retrouver le volet partage, association de la population, sensibilisation à ces actions de production, de consommation, de moments de consommation qui sont très intéressants. Une gouvernance qui est suffisamment souple et agile et qui est très intéressante, en tout cas nous, dans le cadre de la relation qu'on peut avoir avec les territoires. Et donc qui fait qu'aujourd'hui, tous les projets de production photovoltaïque que l'on peut mener avec les territoires et qui intègrent de l'autoconsommation avec du surplus, dans la quasi-totalité des cas, c'est des opérations qui basculent en autoconsommation collective aujourd'hui. Après, le choix ouvert ou fermé, ça, c'est du cas par cas et vu avec les territoires sur la volonté ou pas de l'ouvrir. Ça, on laisse cette décision, bien entendu, à la collectivité. Mais ce qu'on voulait partager, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu régulier et standard chez nous au niveau du mode de fonctionnement. Il ne faut pas avoir peur de lancer et d'ouvrir ce type d'opération. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. On a quelques questions là dans la conversation sur l'outil de suivi. Là, vous avez montré quelques courbes et quelques chiffres. Avec quel outil vous travaillez? Je l'ai dit rapidement. Aujourd'hui, Ouais. le prestataire qu'on avait retenu, c'était Enogrid, qui nous accompagne du coup sur cette partie intégration de la donnée, mise en visibilité et récap
au niveau de la partie facturation. Parce que bien entendu, en tant que collectivité, c'est alors je suis désolé, je me suis pas fait au nouveau nom, mais c'est la trésorerie en fait qui doit émettre les factures. Et donc c'est nous qui maîtrisons et qui portons cette partie facturation des usagers. L'outil nous permet de faire le récap et d'amener la synthèse et de la partager avec les consommateurs et de leur donner aussi de la visibilité sur leur consommation et la production qui leur est affectée, et ça au fil de, alors pas au fil de l'eau, avec un mois de décalage. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une idée du temps qui est alloué à Morbihan Énergie pour cette facturation? Alors, pour la facturation et pour la partie, on va dire, relations participants, c'est assez difficile, en moyenne, je pense qu'on est à peu près à 1 journée par semaine. Mais sachant qu'il y a forcément des temps forts parce que quand on envoie les relevés de consommation, les gens se questionnent. Ils ont forcément en plus, c'est la première année, la première année de mise en service de l'opération, donc il faut aussi, avoir ce travail de pédagogie, comme l'a dit Édouard, avec les participants sur les questions qu'ils ont auprès de leurs fournisseurs. Donc, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où effectivement on a beaucoup de questions, notamment des particuliers et des entreprises, sur les à peu près 400 consommateurs, enfin c'est 400 sites, points de livraison, mais on a quand même beaucoup de sites. On a aussi des sites communaux, donc on a un peu moins de particuliers. On n'a pas 400 particuliers et 400 entreprises. Mais ouais, il y a des moments où effectivement on est sur du 2 jours par semaine, quoi. Et après, Je ce dirais qu'il en faut voir, moyenne. c'est que ça implique aussi des personnes du service comptabilité, des personnes du service juridique aussi, pour que voilà, on ait l'ensemble des compétences pour faire fonctionner ce type d'opération. Ok. Avant de passer au deuxième retour d'expérience, j'avais une question. Là, c'est un modèle du coup qui a été fondé avec une participation de l'Europe avec des subventions. Aujourd'hui, avec la hausse du prix de l'énergie, est-ce que comment évolue ce modèle économique? Est-ce que vous avez fait retourner vos modèles un peu pour voir comment ça évolue Alors, hors subvention? oui, en fait, finalement, le bonheur des gens fait le malheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres plutôt. L'augmentation du prix de l'électricité sur les marchés a fait que du coup, une opération photovoltaïque de petite taille, entre guillemets, avec des coûts de kilowattheure ramenés sur 20 ans entre 12 et 15 centimes, se voit rentable et pouvoir être proposé à ce prix-là à un consommateur qui se voit, lui, aujourd'hui, avec l'augmentation de l'électricité, avoir des prix et des coûts qui sont supérieurs. Et donc, du coup, il y a un intérêt aussi financier à participer à ce type d'opération. Donc ça, c'est le côté positif qu'on peut voir dans l'augmentation des tarifs, c'est qu'il y a, sans avoir beaucoup de subventions, un équilibre économique qui se trouve dans la durée sur ce type d'opération. Le risque, par contre, qui reste et qu'il faut réussir à maîtriser, c'est le fait que aujourd'hui, un participant, un consommateur, quand on est sur des opérations ouvertes, il ne s'engage pas forcément sur 20 ans, qui est la durée qu'on vient prendre pour l'amortissement. Et donc, du coup, si jamais demain le prix de l'électricité baisse de manière significative, que les gens sortent de l'opération, ben, on se retrouve à vendre en surplus à un prix qui était peut-être pas celui qui était défini comme nécessaire pour amortir l'opération. Donc ça, c'est un point de vigilance aussi à avoir. Donc là, c'est plutôt pour le producteur, le porteur de la production pour son amortissement. Donc ça, c'est un point de vigilance. Parmi les solutions, on a tout de même le volet mécanisme d'obligation d'achat qui a été appliqué aussi aux opérations d'autoconsommation collective où on peut bénéficier de ce contrat de rachat garanti sur 20 ans pour ce qui concerne le surplus. Donc c'est aussi voilà, c'est une petite bouée de sécurité et qui peut permettre de solutionner ce problème. Très bien, merci. Il y avait une dernière question sur le gain financier pour la collectivité. Est-ce que la collectivité paie le temps passé justement sur cette facturation? Comment ça, est-ce qu'il y a un forfait ou je sais pas?
En fait, pour être, ce que l'on a mis en place au niveau de Morbihan Énergie, en fait, jusque-là, au niveau de la Morbihan Énergie, on intervenait sur les opérations où on était à l'investissement et donc du coup, ce temps, et cette construction, on l'intégrait dans le coût de sortie kilowattheure. Là, on accompagne les territoires sur des opérations qu'elles font en investissement et donc ce que nos élus ont fait, c'est qu'ils ont décidé un tarif d'accompagnement sur l'opération d'autoconsommation collective pour isoler ce coût-là à consacrer à l'opération et nous permettre d'accompagner les territoires sur la mise en œuvre de ce type d'opération. Eh ben, je vous propose, il y a deux questions qui sont arrivées là dans la conversation. Si tu peux éventuellement répondre par écrit, comme ça on passe au deuxième retour d'expérience. Et du coup, Loïc, je te laisse la main. Donc, Loïc Mao de Energive, qui va nous parler du projet Bretison, euh, donc le développement de plusieurs projets de photovoltaïque au sol sur des terrains dégradés. À Euh, toi. donc, donc voilà, donc Loïc Mao, moi je suis chargé de développement de projets photovoltaïques au sein de la SEM Énergie, donc qui est l'équivalent de Morbihan Énergie, mais pour l'île-et-Vilaine, dont l'actionnaire majoritaire est donc le SDE 35. Peut-être enchaîner sur et donc, je vous parle aujourd'hui de Bretison ISDND, qui en fait est un projet multi-partenaire, multi-site de développement, construction, exploitation de centrales photovoltaïques sur des sites, alors là, qui sont vraiment des sites dégradés. On ne peut pas faire mieux puisque ce sont vraiment des anciennes décharges. Donc, on a plusieurs mètres de déchets systématiquement sous ces sites-là, avec des âges voilà, plus ou moins, enfin voilà, des chronologies plus ou moins récentes de fermeture de l'activité déchets. Voilà, avec des sites qui sont très anciens et puis d'autres qui étaient un peu plus rapprochés avec des fermetures en 2018, par exemple, pour le site de Rennes. Donc sur la genèse du projet, bah, en fait, en 2018, il y a le SDE35 qui commence à réfléchir à la création de la SEM et pour ça, qui se met à rencontrer tout un tas d'acteurs publics du territoire sur le département. Alors déjà, qui échangent aussi dans un but de monter la structure énergie avec d'autres actionnaires. Donc il y a Rennes Métropole et le Conseil général qui ont suivi la manœuvre. Et puis ensuite, garnir un portefeuille de projets pour aller voir, voilà, en termes de besoins sur les territoires, que ce soit donc sur l'ensemble des thématiques hein, de la SEM aujourd'hui, il n'y a pas que le photovoltaïque, mais en tout cas sur le photovoltaïque en particulier, c'est d'aller voir sur les sites dégradés, est-ce qu'il y avait matière à faire quelque chose pour la SEM, est-ce qu'il y avait une place à prendre, tout comme tout ce qui était toiture et ombrière. Donc il y a certains sites au sol où clairement le constat c'était que les sites étaient délaissés par les acteurs de la filière parce qu'ils étaient trop petits ou qui étaient gardés sans développement plus avancé parce que l'économie de projet ne permettait pas notamment de soumettre des appels d'offres. Donc la proposition du SDE à ce moment-là avec en ligne de mire la création de la SEM Énergie, bah, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'on créerait pas une société de projet commune où on irait grouper plusieurs de ces petits sites et puis d'essayer d'avoir une réponse commune pour permettre le développement et puis essayer de gagner quelques coûts voilà, qu'on pourrait mutualiser sur le développement et la construction de ces sites à l'avenir. Alors cette chronologie, donc comme je vous le disais, 2018-2019, donc c'est le SDE qui commence à créer la SEM et puis à fouiller un petit peu le département pour trouver justement différents sites. Donc il y a eu un portefeuille initial qui avait quelques sites supplémentaires. En tout cas, la version de Bretison ISDND telle qu'elle est créée en 2020, donc ISDND, je lui en avais rappelé, donc c'est installation de stockage de déchets non dangereux. Donc, ce sont vraiment des anciennes décharges visés par des arrêtés préfectoraux de Réal. Et donc 6 sites, Dinard, Dol, Tinténiac, Le Verger, les Hautes-Gailleuls, à Rennes et Cornillé. Ces 6 propriétaires fonciers ou exploitants, du coup, décident également d'intégrer l'actionnariat, quasiment tous là, de Bretison ISDND. Dans la chronologie ensuite, on a mené donc des études techniques pour fiabiliser un petit peu les études de faisabilité qu'on avait et puis bah, recruter un AMO coactionnaire qui est Kenea, donc qui est un développeur photovoltaïque basé à Carhaix mais qui a une agence à Rennes.
pour nous aider dans le développement, puisque la SEM vient d'être créée, donc se lancer sur le développement de 6 sites d'un coup, on a jugé qu'il était opportun d'intégrer un développeur avec nous. Là dernièrement, printemps-été 2023, donc on est arrivé au bout de ces autorisations, enfin de l'édition de ces dossiers, avec notamment la réalisation des études d'impact qui prennent de toute façon un peu de temps. Avec les premiers dépôts. Et donc là, les étapes à venir, une fois que les PC seront validés courant de premier semestre 2024, ça va être de partir donc sur les stratégies de valorisation de l'énergie, avec les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie ou toute autre opportunité qui peut se présenter. Puisque comme on l'a dit, en termes de valo de l'énergie, il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui, et de nouveaux besoins et donc de nouvelles façons de valoriser qui prennent un peu plus de place, avec une construction des centrales donc qui devrait intervenir autour de 2025. Alors, quelle constitution de la société? Donc la société, pour le moment, telle qu'elle a été créée, c'est vraiment dans l'objectif du développement. Donc ce qui avait été réalisé, c'était de demander aux collectivités un apport initial qui est, plutôt conséquent pour ce type de société de projet, puisqu'en temps normal, on les capitalise assez faiblement. Mais disons que les collectivités, ça permettait de les intégrer, à l'échelle du développement sur des niveaux d'actionnariat assez importants et puis de permettre aussi de financer une partie, des coûts de développement dont on allait avoir besoin. Donc les collectivités sont rentrées de façon majoritaire dans ces sociétés de projet. Donc vous voyez, on a 5 actionnaires, publics qui sont intégrés de façon importante. On a un collège développeur à côté, représenté par Énergive et Kenea, donc à un peu moins d'un tiers d'actions. Et on avait souhaité intégrer dès comment dire, la création de la société de projet, des collectifs citoyens et les représenter dans un collège à part, et en travaillant sur la gouvernance, de permettre à ces 3 collèges, peu importe le niveau d'actionnariat, de pouvoir se faire entendre. Voilà, de façon à décorréler, le niveau d'apport et d'actionnariat dans un premier temps avec le nombre de voix et la capacité à se faire entendre dans les décisions, de la société de projet sur cette phase de développement. Donc j'insiste bien sur cette phase de développement puisque maintenant on va arriver sur une phase de construction où l'apport va être plus important et aujourd'hui, toutes les réflexions en cours, c'est de savoir qui peut apporter sur cette deuxième phase, quel montant et comment on va changer un petit peu le niveau d'actionnariat tout en essayant de garder, la philosophie de base sur la représentation de chaque collège au sein de la société de projet. Pour parler rapidement de ces projets, donc on a, 6 sites qui ont été développés conjointement. On a 2 sites sur lesquels, en cours de route, on a eu des évolutions réglementaires qui nous ont permis de, non pas déposer un permis de construire, mais une déclaration préalable. Comme on avait lancé tout un tas d'études environnementales, donc on n'a pas fait une étude d'impact complète, mais on a pu présenter des inventaires fond de flore quand même assez poussés par rapport à ce qui pourra se faire aujourd'hui. Donc Baguet-Piquant et Tintagnac sont déjà autorisés, à la construction. Et l'ensemble des autres sites, donc à l'exception de Dinard, où on attend le décret friche, puisqu'on a une dérogation à la loi littorale qui doit être déposée. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit. Il y a une évolution réglementaire qui doit nous permettre, donc au titre de cette ancienne décharge, l'ancienne ISDND, de pouvoir déroger, puisqu'on est sur une parcelle qui est déjà aménagée avec plusieurs mètres de déchets en dessous, mais qui nous permet pas aujourd'hui, voilà, on n'arrive pas à justifier d'une dérogation, dans l'état des textes actuels. Donc l'ensemble de ce potentiel, donc ça représente un peu plus de 14 mégawatts crête, installés. Ces 14 mégawatts crête là, ils représenteraient 16,4 gigawattheures de production, soit à peu près 11 de la production photovoltaïque du département telle qu'on l'a connue en 2022. Donc on est sur un projet qui est relativement structurant quand même pour le département en termes de production photovoltaïque. Donc là, de la même façon que la philosophie du projet, c'était d'intégrer tout le monde, voilà, en termes de rôle, chacun a un petit peu sa pierre à apporter à l'édifice. On a donc les collectivités EPCI donc qui ont été, à l'initiative de
ce projet, hein, puisqu'elles ont fait part justement de leur volonté de développer des projets sur leur foncier et d'essayer de voir avec Énergie, donc SDE même en premier temps, comment le faire. Elles sont donc en interface au projet, forcément sur tout un tas de sujets. Et puis localement, on va leur demander aussi de faciliter et puis d'être dans l'animation, voilà, avec à minima 2 rencontres par an sur lesquelles on va pouvoir échanger et sur les besoins locaux tels qu'on pourrait les faire. Énergive, donc du coup, est le pilote du projet, a pris la présidence de la société de projet, va animer tout ce qui peut être fait en termes de prestations à apporter et puis la gestion administrative de la société. On a ensuite Kenea, donc, qui est arrivé, comme je vous l'ai dit, qui a donc 2 contrats pour le moment, qui a un contrat sur le développement, donc vraiment sur le permitting, les autorisations d'urbanisme, et un deuxième contrat qui sera peut-être retravaillé en fonction de la réalité des projets, mais également d'AMO sur le suivi de la construction des 6 sites. Et enfin, les collectifs citoyens, donc qui sont de la même façon que les collectivités, des facilitateurs en local, qui là, sur cette phase de construction, vont prendre toute leur part dans le projet, puisque ce qui va leur être demandé, donc c'est une animation et la levée de fonds avec des contrats d'animation territoriale sur lesquels ils vont venir gagner, enfin essayer de récupérer des souscriptions qui permettront de financer une partie de la construction du projet. Voilà, puisque le choix qui a été fait, je vais venir donc sur la diapo juste après, il me semble. Sur la participation citoyenne, donc depuis bientôt 1 an, on fait un travail spécifique avec eux pour les situer dans ce projet en phase de construction. Donc avec les 3 collectifs citoyens qui sont dans l'actionnariat actuellement. Ce travail, donc il a permis d'avoir une petite feuille de route sur le financement de la construction et sur la future répartition de l'actionnariat. Donc le premier volet, c'est de dire on va pas faire un financement participatif, mais on reste bien sur une gouvernance partagée. Donc c'est-à-dire que l'actionnariat de la société doit être représenté par ces collectifs citoyens. Donc en partie, qui vont, voilà. En termes d'actionnariat, donc leur volonté, c'était d'avoir au moins 10% et préférentiellement de monter jusqu'à 20, voilà, pour en faire vraiment un projet citoyen, du moins d'apport significatif sur la partie citoyenne. De la même façon, c'était de s'appuyer sur les structures en place, qui prendront place dans l'actionnariat. Donc voilà, de ne pas créer une structure ad hoc citoyenne qui viendrait uniformiser la demande ou autre. C'est vraiment de s'appuyer sur les structures en place, qui puissent faire leur communication en local avec leurs relais locaux. Et enfin, de renforcer la répartition territoriale puisque, donc on vous a dit qu'on a 3 collectifs citoyens, qui peuvent être, intégrés dans le périmètre géographique de 4 des sites. Et donc sur les 2 autres sites, entre-temps, on a 2 collectifs qui s'étaient créés, donc Soulaï-Oued pour le côté de Cornillé et puis les centrales villageoises Rançay-Émeraude du côté de Dinard. Donc voilà, qu'on a approché et qu'on essaye d'intégrer à cette partie nouvelle de financement de la construction, en sachant donc qu'on avait déjà Sirène sur le territoire rennais, les Survoltés pour Tinténiac et Delouette pour Bagué-Piquant. Et donc les perspectives du premier semestre 2024 avec cette participation citoyenne, donc c'est de renforcer le travail territorial et de préparer le terrain pour le futur financement en allant chercher du souscripteur. Donc on va travailler sur ce contrat d'animation territoriale avec les collectifs, savoir ce qu'on met dedans, comment on assiste financièrement et de façon aussi sur le temps humain les collectifs pour les aider à travailler sur ce sujet. Et puis de travailler donc sur ces scénarios de montée en capital et donc de CCA, c'est les comptes courants d'associés, puisqu'on va faire une sorte de financement mixte qui permettra aussi de se caler avec l'offre citoyenne qu'on compte proposer, enfin que les collectifs citoyens proposeront, et d'avoir un effet miroir entre ce que Bretison ISDND demandera aux collectifs et ce que les collectifs en miroir demanderont aux souscripteurs qui viendront intégrer la structure qui prendra part elle-même donc à l'actionnariat de Bretison ISDND. Je crois que c'était tout. Voilà. Ouais. Merci pour ton témoignage. Juste, il y a quelques questions là sur le chat pour juste une autre précision sur cet aspect de participation citoyenne qui
qui est important dans ce projet-là. Il y a deux choses. Il y a le projet est labellisé énergie partagée, a obtenu le label en phase développement, le label énergie partagée de les aspects citoyens du projet. Et c'est vraiment une opportunité là pour les coopératives et les collectifs citoyens d'Ille-et-Vilaine qui sont intégrés pour aussi changer d'échelle. C'est des projets enfin, des groupes qui portent des projets plutôt en toiture, d'habitude, des projets solaires. Et donc voilà, là c'est à la fois une opportunité pour monter en compétence sur ces sujets au sol, de continuer à se structurer avec des partenariats avec les collectivités et la SEM départementale, et voilà aussi de diversifier leurs activités. Voilà, c'est une réelle opportunité pour ces collectifs. Oui, effectivement, c'est pas, je l'ai peut-être pas assez souligné, mais oui, on travaille donc avec ces collectifs qui ont leurs propres opérations, et c'est la découverte, mais c'est la découverte un peu pour tout le monde, hein, parce que c'est un projet qui est loin d'être classique sur le développement, avec une gouvernance un peu à part. Donc du coup, on met en place beaucoup de nouvelles choses pour fluidifier un peu les échanges, les prises de décision. Et puis de la même façon, bah là, on se projette sur les parties de financement de la construction, et puis bah, l'offre, pareil, et les réflexions par rapport aux citoyens, c'est des éléments effectivement qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Nous, pas tant que ça non plus, puisque bouger l'actionnariat en cours de route, et puis retravailler, et puis voir ça, les mixtes entre apport en capital, apport en CCA. Voilà, on a beaucoup d'éléments sur lesquels on avance, mais on a la chance d'avoir des collectifs qui sont intéressés par le sujet et qui, bah, comme tu le dis, au travers de ce tampon projet citoyen, et puis des collectifs qui ont déjà pris un pied dedans, ça permet de tous monter en compétence sur ce sujet-là, d'avoir une visibilité aussi qui est importante, puisqu'on va aller chercher vraiment sur l'ensemble du département des personnes pour nous assister dans le financement de ce projet. Il y avait des questions alors, en particulier sur le site de Dinard par rapport au décret friche. Michel Montfort de Carouat, la loi APER permet de déroger. Est-ce que le site de Dinard a été inscrit? Et Émile Mochi, concernant le projet PV à Dinard, êtes-vous confiant sur le décret loi littorale et avez-vous déjà réalisé Ouais. l'étude d'impact environnemental? Ouais. Donc en fait, oui, la loi APER, en fait, elle inscrit le principe de dérogation pour les friches. Pour autant, on attend un nouveau texte qui, lui, doit décrire ce qu'on considère comme une friche qui est éligible à cette dérogation. Donc en fait, il y a un travail qui a été réalisé avec notamment les DDTM, et puis aussi en direct avec les territoires, de recenser tous les sites qui peuvent être concernés par une possible dérogation ENR. Donc en fait, nous, on a eu la confirmation avec ce travail-là que la DDTM, elle a bien remonté le site de Dinard dans sa liste qu'elle a transmis. Donc il n'y a pas de raison que ce site soit écarté du texte final. Pour autant, voilà, on nous l'avait annoncé pour septembre. Le texte est toujours pas sorti. J'ai même pas vu de projet ou autre, donc je sais pas exactement ce qui bloque. Mais en tout cas, oui, on est assez confiant sur la sortie de ce texte-là. Et puis de toute façon, vu que ce texte, il était annoncé déjà depuis très longtemps, puisqu'à l'origine de Bretison ISDND, à l'origine, déjà, les échanges qu'on avait avec la sous-préfecture, la préfecture et la DDTM, c'était déjà qu'il y avait une dérogation qui serait dans les tuyaux et que c'est quelque chose qui arriverait. Donc Dinard, dès le début, a été retenu dans le portefeuille projet parce qu'on savait que quelque chose allait se débloquer un jour. Alors là, très clairement, on a un peu ralenti la voilure sur le développement à un moment parce que justement, on voyait rien arriver et que la sous-préfecture nous avait dit que c'était pas pour tout de suite, donc il y a un peu plus d'un an. On a repris ce développement. Voilà, les inventaires Funfleur sont réalisés, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. On parle de loi littorale, mais pour autant, on n'est pas face à la mer hein, sur le site de Dinard. Hein. On est vraiment plutôt dans les terres, plutôt vers le sud de Dinard, coincé entre deux routes départementales, sur un site qui est aussi
toujours utilisé puisqu'on a la déchetterie de Dinard qui est juste à côté. Donc voilà, en termes d'intégration paysagère, en termes de faune-flore, on est sur un site qui est clôturé avec du déchet en dessous. Donc voilà, les études faune-flore n'ont pas montré de contraintes particulières sur le volet environnemental. Donc là, on finalise le dossier voilà, en espérant que ce texte sorte assez rapidement pour qu'on puisse déposer le permis de construire et qu'on puisse rattraper un peu les autres sites, puisque le but de ce projet, c'est aussi de mutualiser un maximum. Donc si on a trop de décalage entre les sites, on va pas pouvoir faire bénéficier tout le monde de cette mutualisation. C'était une des questions aussi que je m'étais noté sur le travail en grappe de projet. Là, on voit qu'il y a vraiment des projets en termes de puissance qui sont assez différents. J'imagine que individuellement, ils pourraient pas forcément tous sortir. L'intérêt de cette mutualisation aussi, c'est de voilà les projets qui sont peut-être un peu plus fragiles économiquement, qui soient portés par d'autres. Est-ce que sur ces aspects-là, tu as des éléments à nous transmettre? Ouais, bah, effectivement, le dernier, donc on a fait un comité de direction la semaine dernière, donc où avec justement des scénarios qu'on a pu arrêter, avec des dépôts de permis de construire déjà réalisés, voire déjà validés pour les déclarations préalables niveau urbanisme, on a pu remonter exactement voilà, comment tourner un petit peu les sites. Alors à la nuance près que par rapport à d'autres développements qui sont réalisés, là, le choix de mutualisation, on l'a traduit jusque dans les plans d'affaires qu'on a traduits, puisqu'on a fait des plans d'affaires par site sur lesquels on a vraiment travaillé que sur la construction. Et en fait, les coûts de développement, les coûts de la structure, Bredstone, SDND, les coûts de gestion et compagnie, on les a remontés au sein d'un plan d'affaires GRAP qui permet de visualiser sur l'ensemble du projet quelle est la rentabilité de ce projet. Donc après, par site, on s'est rendu compte finalement qu'on avait plutôt de bonnes surprises avec des sites, même les plus petits, qui tournent plutôt bien. Mais avec toujours beaucoup d'incertitudes, notamment sur le tarif, puisque de la même façon, on attend aussi un texte on parlait tout à l'heure de l'arrêté tarifaire et des obligations d'achat pour tout ce qui est toiture ombrière qui existe déjà. On attend aussi un arrêté tarifaire sur les centrales au sol, de moins d'un hectare, en gros, de foncier, où ça pourrait fonctionner de la même façon. Mais à quel tarif, on ne le connaît pas. C'est un arrêté qui avait été prévu aussi pour septembre, mais dont on n'a pas vu la couleur également. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'hypothèses qui sont encore sur le tapis. Et voilà. Mais en tout cas, on a une grappe qui vit plutôt bien et où effectivement, on voit qu'il y a notamment un site quand même qui aurait du mal à sortir tout seul aujourd'hui. Peu importe comment dire, les hypothèses prises en compte. Ok. Je je vois pas d'autres questions. Élie, peut-être. Ouais, c'est plutôt une. Ouais, enfin, Non, je vois les discussions des DTM. En confirmation. fait, Ouais. il n'y a pas forcément eu de consultation officielle. Il y a eu par contre des sites que la DDTM avait pré-enregistrés quelque part. Je pense issu un peu des différents travaux de recensement qui avaient déjà été faits par le passé. Mais on va dire que c'était surtout des sites qui étaient déjà dans les bases de données. Donc si le site n'était pas ancien site ICPE ou ancien site Basel, Basias, enfin voilà, dans toutes les bases de données, sites dégradés, sols pollués, ancienne activité polluante, la DTM l'a pas forcément soumis au territoire. Donc par contre, elle a soumis au territoire. Si les territoires n'ont pas donné de nouvelles, elles l'ont pas intégré, estimant que c'était pas une volonté de développement. Et donc, s'il n'y a pas eu de sollicitation en direct de la DDTM, c'était à la collectivité de remonter un foncier qui aurait pu bénéficier de ça, ou aux développeurs qui travaillaient sur des projets. Donc, il y a eu tout un tas d'organisations qui ont pu solliciter justement des acteurs sur la filière pour remonter des sites. Euh, eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Juste pour terminer, donc voilà les 5 webinaires qui ont eu lieu là entre octobre et aujourd'hui. Tous les participants recevront un petit récap de ces webinaires avec les liens
pour visionner les replays. J'ai vu là dans les discussions effectivement l'importance de pouvoir les diffuser. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra faire. L'idée aussi, c'était que chaque retour d'expérience puisse avoir une petite fiche pour une petite fiche de synthèse qu'on va produire là prochainement, pardon, et qu'on va pouvoir diffuser également. Donc, on va pouvoir en rester là et on aura d'autres rendez-vous en 2024. On est en train de terminer le programme sur d'autres thématiques. L'idée, c'est aussi de faire du retour d'expérience, pourquoi pas d'organiser des visites pour vraiment aller voir des parcs éoliens ou des projets solaires à la rencontre des porteurs de projets. Euh, et, euh, et du coup, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et puis on pourra voir pour y répondre après. Merci à nos témoins, Loïc, Mathilde et Édouard. Et il reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin d'année et à l'année prochaine.